Salut à toutes et à tous, c'est Rivanillo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer en quelque sorte à la dernière partie de la vidéo qui concerne la mémoire. Alors bien évidemment, je ferai des vidéos sur les smart pointers qui sont évidemment directement reliés à la notion de mémoire parce que ce sont des classes en fait de pointeurs qui permettent automatiquement de gérer le garbage collector. Ce qu'on appelle le garbage collector, c'est toutes les variables qu'il faut supprimer, qu'il faut désallouer dynamiquement de la mémoire quand on le fait manuellement avec new. Et bien dans les smart pointers, on a un système de garbage collector automatique, donc delete va être appelé à chaque fois que new va être appelé automatiquement, vous n'aurez pas à le faire vous-même. Bref, donc je rappelle qu'on a vu quand même pas mal de vidéos sur la mémoire, donc on a vu les pointeurs, on a vu les références, on a vu l'arithmétique des pointeurs. J'ai fait également une vidéo pour vous montrer les différences entre un tableau et un pointeur, et dans la vidéo précédente j'avais abordé les mots-clés new et delete en utilisant un petit peu les fonctions malloc et free de C, mais étant donné qu'elles sont désuètes et qu'il faut utiliser en priorité des fonctionnalités du langage C++, on s'était attardé bien évidemment sur les concepts qui nous intéressent, c'est-à-dire l'allocation dynamique de la mémoire via new et delete. Dans cette vidéo qui va achever un petit peu cette introduction à tout ce qui est gestion de la mémoire, on va voir les différences entre la pile et le tas. Donc je le répète, la pile c'est le stack et le tas c'est le heap en anglais. C'est très important, je répète ça souvent parce que mine de rien, il faut connaître les mots et les termes anglais pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque vous allez débuter votre vie de programmeur, vous allez être amené énormément à aller sur internet pour chercher et trouver des réponses à vos questions parce que vous allez être face à des erreurs que vous allez au début pas forcément comprendre, et du coup en français vous n'allez pas forcément trouver grand chose sur internet. En revanche en anglais il y a beaucoup plus de documentation, vous allez trouver beaucoup plus de vidéos YouTube qui traitent du sujet, vous allez trouver beaucoup plus de PDF qui traitent du sujet. Par conséquent c'est important de connaître les termes en français mais aussi en anglais. Voilà, il y avait évidemment d'autres raisons, par exemple si vous étiez amené à travailler avec une équipe anglaise ou anglophone, ils vont tous utiliser des termes anglais parce que de toute façon c'est la langue la plus parlée au monde et la programmation se fait en langue anglaise, donc du coup vous allez être amené à travailler avec eux et si vous connaissez pas les termes anglais ça risque d'être très problématique. Donc sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet et pour cela on va faire un petit schéma explicatif de ce qu'est le stack et le heap. Alors commençons avec le stack, la pile. Alors imaginons qu'on ait ce petit programme, une fonction main avec la déclaration et l'initialisation de deux variables, tout ce qu'il y a de vraiment plus simple, on peut pas faire plus simple que ça. En fait ce qui va se passer dans le stack il se décompose en ce qu'on appelle des stack frames. On va dessiner le stack, on va essayer de le représenter. Le stack c'est quelque chose comme ça. Et ce stack est divisé en stack frame. Le premier stack frame, il va contenir la fonction main. Donc il va contenir la fonction main, ça c'est le premier stack frame. Et dès lors en fait qu'on sortira de notre programme, donc bien évidemment quand on sortira de notre programme, ça sera terminé. Du coup toutes les mémoires seront libérées, que ce soit dans le stack ou dans le heap d'ailleurs. Mais le stack frame ici, il est vraiment propre à notre fonction main et il va également stocker les variables locales qui sont déclarées à l'intérieur du main. Donc toutes ces variables là ainsi que le main vont être stockés dans le premier stack frame. Maintenant, si on se trouve dans ce genre de situation, donc avec une fonction aléatoire sum qui prend en paramètre deux integers et qui retourne la somme de ces deux integers, et qu'on fait appel à cette fonction sum dans notre main, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un second stack frame. Donc la fonction main ici, elle est toujours stockée dans le premier stack frame, mais ici on a un second stack frame. Et ce second stack frame, en fait, c'est la fonction sum. Et quand on appelle la fonction sum dans notre programme, dans notre main, et bien ça va créer un second stack frame qui va stocker en fait toutes les variables locales et toutes les instructions qui se trouvent dans la fonction sum. Si on déclarait ou on faisait appel à une deuxième fonction à l'intérieur de notre première fonction ici, eh bien on aurait un troisième stack frame qui se créerait qui contiendrait lui les variables locales de la troisième fonction. Maintenant ce qui se passe en fait c'est que dès qu'on sort de cette fonction, ce stack frame 2 est libéré et on revient dans le stack frame 1. Pourquoi? Parce qu'on revient dans la portée du main. Donc il nous reste plus qu'un stack frame. Il faut savoir que les objets qui sont stockés dans le stack sont empilés les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on appelle le pool de mémoire stack la pile en français. Parce qu'on les empile les uns au-dessus des autres. Prenons un exemple un petit peu plus détaillé de ce qui se passe dans le stack lorsqu'on alloue des variables d'une portée locale. Alors voici comment on pourrait illustrer en fait ce qui se passe dans un pool de mémoire stack ou dans un stack. De toute façon un stack c'est une structure de données. Donc au début lorsqu'il est vide, on a une variable qu'on appelle top qui est égale à -1. En fait c'est une sorte de pointeur et en même temps c'est une sorte de manière d'incrémenter le nombre d'objets qui se trouvent dans le stack. Donc tout d'abord on a un stack qui est vide. Lorsqu'on rajoute un objet, on incrémente la variable top qui passe à 0 et en fait l'indice 0 de notre stack contient la variable 1. Ensuite lorsqu'on fait un push, donc le push c'est en fait la fonction qui permet de pousser une
une donnée, un objet dans le stack, et bien là on incrémente encore top et le pointeur donc vers l'indice 1 de notre stack est égal à 2. On a toujours bien évidemment l'indice 0, c'est comme pour un tableau en fait, stack à l'indice 0 vaut 1 et stack à l'indice 1 vaut 2. Ensuite on refait un push si on rajoute une variable et donc on incrémente top qui est maintenant égal à 2 et stack à l'indice 2 est égal à 3. Maintenant quand on fait un pop, donc quand on enlève un objet du stack, quand un objet est détruit, eh bien on enlève le dernier objet qui a été alloué dans le stack. En fait c'est un système de first in last out ou de last in first out si vous préférez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la première variable qui est allouée dans le stack sera la dernière à être supprimée, sera la dernière à en sortir. Et lorsqu'on enlève un objet, lorsqu'on supprime un objet du stack, eh bien on enlève l'objet qui a été dernièrement alloué dans le stack et on décrémente la valeur de top qui maintenant passe à 1. Ainsi de suite, si on enlève encore un objet, donc on va avoir top égale à 0, on va se retrouver dans la même situation que la première situation où on push en fait le premier objet. Voilà comment est construite une structure de données de type stack, donc la mémoire stack est exactement construite en suivant ce procédé. Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnait la pile, on va voir comment fonctionne le tas. Il faut savoir que le tas, c'est un pool de mémoire qui est bien plus important que le stack en termes de place, en termes d'espace de stockage. La pile en général c'est relativement petit, ça fait entre 1 et 3 mégaoctets. La taille est d'ailleurs définie par l'OS au moment de l'exécution de votre programme. En revanche, le tas, le heap, il n'a pas de limite d'espace de stockage. C'est-à-dire que l'OS, dynamiquement, en fonction du nombre de variables que vous déclarez, du nombre d'objets que vous allouez dynamiquement en mémoire, le heap est susceptible de grossir. Il va grossir dynamiquement. La taille maximum du tas, je crois que c'est 1/64e ou 1/32e de la taille totale de votre RAM. Donc si par exemple vous avez 32 Go, eh bien la taille de votre heap, de votre tas fera 500 mégaoctets. Donc c'est déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus important en taille que la mémoire stack. Le heap néanmoins, il n'est pas ordonné du tout de la même façon que le stack. On va prendre un carré comme ceci. En fait, quand vous allouez dynamiquement de la mémoire, il va y avoir une recherche et des checks qui vont être faits par votre système d'exploitation pour voir en fait à quel endroit il peut allouer de la mémoire en fonction de l'espace que prend l'objet que vous voulez allouer. Si par exemple vous allouez un objet ici, dynamiquement en mémoire, une variable A, que vous en allouez une seconde va être B, que vous en allouez par exemple une troisième on va appeler C, lorsque vous détruisez un de ces objets, si vous détruisez B par exemple, eh bien il va désallouer la mémoire. Néanmoins si vous réallouez de la mémoire en fait, de la taille d'un objet similaire à l'objet que vous aviez déclaré avant, donc l'objet B, il va pas forcément la mettre ici. Il va peut-être par exemple la mettre là, s'il estime qu'il y a assez de place, il va la mettre ici, ou il va la mettre ici. En fait c'est vraiment le système d'exploitation qui va gérer ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins rapide que le stack, parce que les objets dans le stack sont vraiment ordonnés de manière contiguë. Dans le heap, c'est pas le cas. Dans le heap, c'est pas ordonné de manière contiguë. Donc vous allez vous retrouver avec par exemple une variable qui va être là, une variable qui va être ici, une autre qui va être là. Ça va vraiment être dépendant de votre système d'exploitation et comment il gère votre mémoire heap, la mémoire du tas. N'oubliez pas non plus que lorsque vous déclarez dynamiquement, lorsque vous allouez dynamiquement un objet dans la mémoire tas, eh bien en fait vous êtes livré à vous-même dans le sens où les objets que vous allouez vous-même, vous êtes obligé de les désallouer vous-même. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur New et Delete, lorsque vous sortez de votre programme, lorsque votre programme se termine, l'OS va généralement lui-même s'occuper de cleaner, de nettoyer le garbage collector, donc de nettoyer toutes les variables que vous aviez allouées dynamiquement. Mais ne négligez pas l'appel au mot-clé delete pour supprimer un objet que vous avez alloué dynamiquement en mémoire, ne serait-ce qu'à l'intérieur de votre programme, parce que ça peut causer énormément de soucis, comme je vous l'ai déjà dit. Donc même si vous avez alloué dynamiquement globalement dans votre programme, ne vous dites pas « Oh oui, de toute façon, l'OS va s'occuper de nettoyer ». Faites-le. Faites-le parce qu'on sait jamais. Voilà. En informatique, on est amené à gérer différents problèmes et en faisant en sorte d'avoir le moins de problèmes possible, eh bien, on s'affranchit quand même du moins d'erreurs possible et on fait en sorte quand même de se simplifier le travail et de réduire notre temps de debugging de nos programmes ou le temps qu'on va mettre pour chercher d'où vient telle ou telle erreur. Donc, en appelant le mot-clé delete à chaque fois que vous appelez le mot-clé new, même si vous allouez dynamiquement un objet qui va être global, appelez le mot-clé delete quand même, ne comptez pas sur l'OS pour nettoyer après vous. Alors, on va résumer un petit peu ce qu'on a dit sur la pile et le stack et leurs différences. Alors vous voyez que j'ai réduit un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir tout le texte. Alors la pile, effectivement, elle stocke les variables locales ainsi que la fonction mail dans ce qu'on appelle un stack frame. Un stack frame, c'est vraiment un pool de mémoire à l'intérieur du stack et d'autres stack frames seront créés à chaque fois qu'on entrera dans une autre portée. Comme je vous l'ai dit, par exemple, si dans la fonction main, on appelle une autre fonction, eh bien en rentrant dans la portée de cette fonction-là, ça va créer un second stack frame et lorsqu'on sortira de cette portée, de cette fonction-là, eh bien on reviendra
reviendra au main, le stack frame numéro 2 sera libéré, on reviendra dans le stack frame numéro 1. Le stack frame numéro 1, lui, il existera tant que notre programme tournera, et lorsque notre programme sera terminé, bien évidemment, tout le stack sera libéré, le stack frame 1 sera détruit, et évidemment, on aura un stack qui sera totalement vide, en tout cas dans le contexte de notre programme. Il faut savoir également, en deuxième point, que l'allocation des variables se fait de manière contiguë, c'est-à-dire que comme je vous l'ai montré dans le schéma précédent, à chaque fois qu'on push un objet dans le stack, cet objet est mis tout en bas, si je puis dire. Lorsqu'on en push un deuxième, il est mis par-dessus, etc., etc. Ça forme une sorte de pile, comme une pile de livres, et tous ces objets sont stockés de manière contiguë en mémoire. La manipulation des variables est rapide, bien évidemment, puisque pour cette raison-là, parce que les variables sont stockées de manière contiguë, mais le stockage de la pile est très limité. Comme je vous l'ai dit, on est sur 1 mégaoctet, 2 mégaoctets, 3 mégaoctets maximum, ça dépend de votre OS, ça dépend de beaucoup de choses. On va pas rentrer dans les détails. Le stockage des variables, comme je vous l'ai dit, se fait via un système de first in, last out ou de last in, first out. La vérification de l'espace, il est ignoré dans le stack, bien évidemment, puisque les variables sont juste stockées les unes sur les autres, si je puis dire. Et évidemment, ça nous permet pas d'éviter des problèmes comme ce qu'on appelle un Stack Overflow. Donc, si vous connaissez pas le site Stack Overflow, le site Stack Overflow, par exemple, c'est un site qui vous permet d'échanger, c'est un forum en fait, qui vous permet d'échanger entre développeurs quand vous avez des problèmes. Il y a des gens qui vont venir commenter pour vous donner des solutions, etc. Le mot Stack Overflow vient de ça. C'est en fait l'excédent, c'est-à-dire dépasser la limite maximum de stockage de notre stack lorsque notre programme est en cours d'exécution, et ça peut poser énormément de problèmes. Ça fait cracher de toute façon votre programme. On prendra un petit exemple de code par la suite et je vous montrerai comment on provoque un Stack Overflow. Alors on peut aussi provoquer un Heap Overflow. Je vais pas le faire parce que ça peut cracher tout mon PC. Sachez que c'est tout à fait possible. De toute façon, la mémoire elle n'est pas illimitée, hein. Que ce soit dans le stack ou dans le heap, vous avez un stockage limité d'objets, et si vous commencez à allouer dynamiquement des millions ou même des centaines de milliers d'objets, eh bien vous allez forcément provoquer un heap overflow, un stack overflow, voilà, ce genre de problème dont on se passerait bien. Maintenant, le tas, donc le tas, effectivement, ce sont des variables qui sont allouées dynamiquement, ça augmente la durée de vie de ces dernières. Donc on va prendre un exemple ensuite dans le code pour voir ce que je veux dire en fait vraiment par durée de vie. Je vous avais dit dans la vidéo précédente sur New et Delete que la durée de vie et la portée, c'est pas tout à fait la même chose, c'est d'ailleurs pas la même chose du tout. La durée de vie, c'est lié à son stockage mémoire, et la portée, c'est en fait l'accessibilité à cet objet. Donc la capacité, la taille du pool du tas est beaucoup plus importante, mais les adresses des variables ou des objets ne sont pas disposées de manière contiguë. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle un random access memory. On n'a pas cette possibilité dans le stack. Dans le heap, on peut, parce que justement les variables ne sont pas stockées de manière contiguë. Évidemment, ça entraîne une réduction de la performance, parce que du coup, lorsqu'on va essayer de chercher un objet à l'intérieur du heap, eh bien, étant donné que les objets ne sont pas stockés de manière contiguë, qu'on n'utilise pas un algorithme de recherche constant pour accéder à un index, eh bien là, on est obligé d'itérer à travers tous les objets pour trouver en fait l'objet qu'on recherche à l'intérieur du tas. Les performances réduites sont aussi dues au fait que lorsqu'on alloue dynamiquement, il y a certains checks qui sont faits par le programme, par l'OS, pour trouver en fait une adresse mémoire, un bloc de mémoire qui soit assez grand, par exemple pour stocker l'objet qu'on veut stocker, qu'on veut allouer dynamiquement en mémoire. Voilà, donc sans plus attendre, passons à l'aspect code, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, même si la théorie c'est aussi très important, la pratique l'est aussi. Donc pour résumer, ceci c'est une variable qui est allouée dans le stack, donc je le rappelle, dans le stack frame numéro 1, parce qu'on est dans la fonction main, donc on a la fonction principale de notre programme. En revanche, ceci c'est un objet qui est alloué dynamiquement en mémoire, donc par conséquent, on est obligé d'appeler le mot-clé delete si on alloue dynamiquement un objet dans la mémoire tas, comme on l'a vu dans la vidéo sur New et Delete. Maintenant, amusons-nous un petit peu en engendrant en fait manuellement un Stack Overflow. Comment on pourrait faire? Eh bien, on pourrait déclarer une fonction comme ceci, qu'on va appeler Stack Overflow, qui va prendre un int et qui va, par exemple, implémenter cet int et qui va rappeler la fonction Stack Overflow, comme ceci. Donc là, si j'appelle Stack Overflow A, alors bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un std cout de notre variable pour voir ce qui se passe. Là, si je lance le programme, hop, tac, vous voyez, Stack Overflow. Voilà, ça a été rapide hein, parce que là de toute façon voilà, ça s'est incrémenté extrêmement rapidement à chaque frame en fait. Donc on a tout de suite un Stack Overflow, exception non gérée, kernel base DLL dans stack versus c.exe, Stack Overflow,
Et voilà, il est là, le Stack Overflow. Donc on a bien généré un Stack Overflow nous-mêmes. Faites attention. Voilà, vraiment, ça vous montre qu'il faut faire très attention parce que là, pourquoi ça génère un Stack Overflow ici? Parce qu'on a fait ce qu'on appelle une récursivité. À l'intérieur de la fonction Stack Overflow, on a rappelé la fonction Stack Overflow. Ce qui veut dire qu'on a le stack frame du main. On appelle la fonction Stack Overflow. On a le stack frame de la fonction Stack Overflow. Et à chaque fois, en fait, dans la fonction Stack Overflow, on rappelle la fonction Stack Overflow. Ce qui veut dire qu'on rentre dans un troisième stack frame, puis dans un quatrième, puis dans un cinquième, sixième, etc. jusqu'à ce qu'en fait, eh bien, on n'ait plus de place pour créer des stack frames. Le stack n'a plus de place pour contenir les stack frames et du coup, il génère une erreur de Stack Overflow. Voilà, donc on a dépassé la quantité maximum que pouvait stocker notre stack, notre pile. Donc on va évidemment arrêter le programme. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que je pense que c'est intéressant de comprendre en fait comment ça fonctionne. Tout ce qui est récursivité, itérativité, la différence entre ce type d'algorithme, ce type de fonction, on les verra dans des vidéos annexes, je pense. Je pense pas que je les inclurai dans la playlist C++ parce que c'est vraiment des choses qui sont propres à n'importe quel type de langage de programmation finalement parce que c'est de l'algorithmie. Mais je ferai ces vidéos, je pense que c'est important et intéressant de les voir. Donc là, sachez simplement que pourquoi je prends cet exemple? Pour vous montrer en fait les dangers de trop déclarer de variables locales et de risquer un Stack Overflow qui va tout de suite, immédiatement faire crasher votre programme. Vous n'avez aucun moyen de contrôler ce genre de situation. Donc faites attention. Je vous ai dit dans la vidéo précédente de toujours allouer dans le stack quand c'est possible. Bien évidemment, faites-le avec parcimonie. Ne faites pas ce genre de choses. Là, une fonction récursive, c'est vraiment la pire des choses pour provoquer un Stack Overflow parce qu'à chaque fois, en fait, si vous voulez, on rentre dans la fonction, puis on rentre dans l'autre, on rentre dans une autre, on rentre dans une autre, etc. Et en fait, ça n'en finit plus. Donc c'est vraiment très dangereux de faire ça. Alors, il y a des situations où les fonctions récursives peuvent être très utiles. Si vous voulez, par exemple, implémenter une fonction qui va calculer le factoriel d'un nombre, eh bien, une fonction récursive semble être une très bonne solution pour le faire. Maintenant, voyons ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va se séparer de ça. On va s'attaquer un petit peu au heap, donc au tas, et je vais vous montrer ce que c'est que la différence en fait entre la durée de vie et la portée. Je vais déclarer un pointeur vers un pointeur que je vais appeler PTR. Ici, je vais déclarer des accolades. Donc en fait, les accolades, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est dans une autre portée. On n'est plus dans la portée de la fonction main. On est dans la portée des accolades que je viens de déclarer. Et comme on l'a vu dans le schéma précédent sur le stack, en fait, ce que je suis en train de faire là, à travers cette portée, à travers ces accolades, c'est que je crée un deuxième stack frame. Donc là, entre guillemets, on est dans le stack frame numéro 2. Dans ce stack frame là, je vais déclarer un pointeur que je vais appeler PTR1. Et je vais l'allouer dynamiquement en mémoire. Et je vais lui assigner la valeur de 4 par exemple. Donc en fait, ce que je fais là, c'est que j'alloue dynamiquement un pointeur de type integer qui pointe vers une variable de type int qui elle-même contient la valeur 4. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner mon pointeur PTR, donc mon pointeur vers pointeur que j'ai déclaré plus haut, vers l'adresse, enfin il va contenir l'adresse en fait de PTR1, comme ceci. Si je sors maintenant des accolades et que j'essaye d'accéder à PTR1 en l'affichant par exemple, je déréférence PTR1, j'essaie d'afficher sa valeur. Là, j'ai une erreur. J'ai une erreur qui va me dire identificateur PTR1 non défini. Pourquoi? Parce qu'il est défini dans la portée des accolades ici. Mais étant donné qu'on en sort, qu'on en est sorti, eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, l'accessibilité à ce pointeur via son nom n'est plus possible. On est sorti de sa portée, donc on ne peut plus y accéder. Donc, ceci n'est pas possible. On a une erreur. En revanche, si je fais ça, que je déréférence deux fois PTR, donc notre PTR ici, que je le déréférence deux fois pour afficher ce qu'il contient, étant donné que dans les accolades ici, en fait, j'ai assigné l'adresse de PTR1, qui, je le rappelle, sortie de sa portée n'est plus accessible dans PTR, eh bien, intuitivement, on se dirait, ben là, c'est plus possible. Là, on va avoir une adresse qui sera non initialisée, on va avoir une valeur qui sera une valeur arbitraire, un petit peu comme lorsqu'on n'initialise pas une variable. Eh bien, vous allez voir. Voilà ce qui se passe. Il y a 4 qui s'affichent à l'écran. Pourquoi? Parce que durée de vie, comme je vous l'ai dit, et portée, ce n'est pas la même chose. Ici, on a alloué dynamiquement notre pointeur PTR1 dans la mémoire tas en lui assignant la valeur de 4. On a ensuite assigné l'adresse de PTR1 dans PTR. Mais PTR, étant donné qu'il existe toujours, on peut toujours y accéder puisqu'il est toujours dans la même portée. Regardez, on est dans la portée du main. Là, on l'a déclaré dans la portée du main. Donc, on accède en fait à notre pointeur PTR tout à fait normalement. Et le fait qu'on le déréférence deux fois fait qu'on va accéder en fait à la valeur qui se trouve dans l'adresse pointée par PTR1. Comme vous pouvez le voir, on a 4 qui s'affichent, ce qui veut dire que notre allocation en mémoire dynamique ici existe toujours. L'adresse mémoire qui contient 4 n'a pas été supprimée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé le mot-clé delete. Si en revanche ici j'appelais le mot-clé delete, maintenant je relance le programme.
Voilà, on a une erreur d'accès mémoire. On a une violation d'accès lors de la lecture de l'emplacement en fait de l'adresse mémoire de PTR1 parce qu'on l'a libéré. Si on ne l'a pas libéré, comme je vous l'ai montré avant, on peut toujours y accéder. En revanche, et c'est ça le gros danger en fait, c'est que étant donné qu'on est sorti de la portée, on n'a plus accès à PTR1, donc on se dit bah tout va bien, puisque de toute façon on est sorti de la portée, l'objet a été supprimé. Eh bien non en fait, il n'a pas été supprimé. L'adresse vers laquelle lui pointait, donc de par son nom, on ne peut plus accéder à cette adresse mémoire pour lire ou écrire à l'intérieur. Néanmoins, étant donné qu'on a assigné notre pointeur vers un pointeur PTR à l'adresse mémoire de PTR1, eh bien le fait de déréférencer 2 fois PTR, eh bien ça nous permet d'accéder à cette adresse mémoire qui n'a pas été nettoyée. On n'a pas désalloué cette adresse mémoire. Vous voyez que là, effectivement, en le faisant, en appelant delete PTR1, eh bien on a proprement nettoyé PTR1, donc son allocation dynamique, et maintenant du coup on a une exception parce qu'on essaie d'accéder à une adresse mémoire qui n'est plus attribuée. Voilà, donc je vais arrêter le programme et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. J'espère que vous avez compris. Si c'est pas le cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous parce que c'est super important pour moi. Ça me donne, comme je vous l'ai dit, énormément de force et de motivation pour vous sortir encore et toujours plus de contenu. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!